Comment investir en 2021 et surtout comment emprunter en 2021 et éviter les très nombreux refus que sont en train de faire les banques en ce moment. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, mais là, en 2021, les choses changent. Allez, à tout de suite juste après le générique. Salut, c'est Amel, juriste et investisseuse en immobilier. Bienvenue sur cette chaîne YouTube dédiée à l'investissement immobilier, au juridique et à la fiscalité. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur la petite cloche. Et par ailleurs, si vous vous lancez dans l'investissement, il y a un atelier d'1 heure offert et vous avez également le lien en description de cette vidéo. Alors j'ai fait plusieurs vidéos sur le thème du financement bancaire, d'ailleurs vous avez une petite vidéo juste là qui va vous être suggérée et je reviens à nouveau sur ce thème qui reste un sujet extrêmement important. J'ai été récemment amenée à effectuer des démarches bancaires, donc je parle vraiment de ma pratique, de mon expérience personnelle et donc la question est de savoir comment ça se passe tout simplement en 2021. Est-ce que c'est plus facile ou plus difficile que l'année dernière? Je vais vous dire tout ce qui se passe en ce moment puisque il y a des points de vigilance à avoir quand on souhaite demander un prêt bancaire en 2021. Je vais pas vous parler des règles classiques pour investir, pour emprunter, mais vraiment des tendances vraiment actuelles. La première tendance actuelle, ça va être la vigilance sur le taux d'endettement et c'est beaucoup plus défavorable d'investir en nom propre qu'en SCI avec les recommandations du HCSF. Je fais juste un tout petit focus là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire qu'investir en nom propre? Ça veut dire investir donc vraiment soi-même. Par exemple, moi, Amel, je vais à la banque pour investir. Ou alors investir en société, c'est qu'au contraire, je vais créer une SCI, par exemple, pour pouvoir acheter un bien en SCI. Et là, le constat que je tire de mes expériences personnelles, c'est que lorsque j'essaye d'investir en nom propre, on va prendre en compte un taux d'endettement de manière beaucoup moins favorable qu'avant, avec un calcul de taux d'endettement classique, qui fait que je vais être facilement à 50-55% de taux d'endettement, alors que lorsque je propose à des banques d'investir directement en société, donc par exemple en SCI, et bien là, on peut considérer, selon les conseillers, selon les banques, et bien de repartir pratiquement à zéro, de ne plus prendre en compte mon taux d'endettement personnel pour aller sur un taux d'endettement focus sur la SCI et ça change vraiment tout. Attention en revanche, on va être extrêmement attentif à la personne qui va être associée avec vous, notamment sur cette fameuse SCI. On privilégiera toujours les associés qui font partie de la famille plutôt que des amis investisseurs. Ça, il faut vraiment être au clair là-dessus parce que les banques considèrent que s'associer avec des personnes qui ne font pas partie de sa famille, c'est beaucoup plus de risques. L'autre élément qui est vraiment une tendance actuelle, et je suis vraiment désolée de le dire, et je suis vraiment désolée de casser sur tous les vendeurs de rêves qui expliquent que c'est facile de devenir rentier en 6 mois au RSA et sans apport. D'ailleurs, je l'explique très bien dans mon atelier PSR, donc je reviens juste là-dessus. Petite parenthèse, sur 1 heure d'atelier, je vous explique toutes les étapes de l'investissement immobilier et c'est pas de la vente de rêve. Donc je vous explique vraiment toutes les étapes une à une, c'est du travail, un minimum de travail et c'est réalisable mais avec du travail. Et bien là justement sur la question du financement bancaire, j'explique déjà qu'il faut un minimum d'épargne. Et non seulement il faut pouvoir justifier d'une épargne suffisante, mais également la possibilité de pouvoir concrètement mettre un apport. Alors, qu'est-ce qu'on entend par rapport? Ça va être généralement au moins 10% du montant de l'acquisition du bien, voire même 10% du montant de l'opération. Donc si jamais acquisition, frais de notaire, travaux, on est à 150 000 euros, il va falloir être capable d'avoir 15 000 euros de côté, de pouvoir les mettre et en plus de ça, d'avoir de l'épargne en rable. C'est la réalité du moment. Vous allez toujours avoir des exceptions. Moi, d'ailleurs, j'ai pu bénéficier d'une exception avec un financement bancaire grâce à une banque que je remercie avec 0 € d'apport, en plus avec du différé. Mais c'est vraiment extrêmement exceptionnel. Sur 10 investisseurs qui font un prêt bancaire, il va y avoir peut-être une personne qui va réussir à avoir ça et la plupart du temps, ça va être vraiment de l'apport. Ça, c'est vraiment la réalité du terrain et je suis désolée de vous le dire. Si jamais vous avez quelqu'un qui vous dit que vous pouvez investir notamment sur des immeubles en illimité et sans apport, c'est du mytho. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Pour le coup, il y a aussi un autre élément qui vient en appui du dossier bancaire, ça va être plus que jamais la stabilité de l'emploi. Et contrairement à ce qu'on pourrait se dire, c'est que un CDI n'est pas forcément la preuve d'une stabilité. Pourquoi? Parce qu'il y a des secteurs actuellement qui sont vraiment en difficulté économique. Je vais donner un exemple concret. Moi, je connais une personne qui investit dans l'immobilier, qui est en CDI depuis des années, mais qui est pilote chez Airbus. Pilote chez Airbus, les banques aujourd'hui ne prêtent pas parce que Airbus s'attend vraiment à une masse de licenciements liés au contexte sanitaire actuel. Les vols ont été supprimés pendant de longs mois, c'est encore le cas. Il y a vraiment une perte de chiffre
chiffre d'affaires conséquente. Autant l'État soutient la compagnie Air France, si vous suivez un petit peu l'actualité du moment, autant Airbus, pas du tout. Donc pour le coup, c'est très difficile aujourd'hui, même si on est en CDI chez Airbus. Typiquement, voilà, si on travaille dans la restauration, dans le tourisme, même si on a un CDI, même si on bénéficie des mesures de chômage partiel, la banque n'aura pas forcément confiance. Donc il va falloir s'associer avec une personne de sa famille qui va avoir plutôt un CDI dans quelque chose sur un secteur économique beaucoup plus stable. Donc attention à ça parce que c'est vraiment une tendance actuelle et surprenante. Le niveau des encours. Alors le niveau des encours est vraiment un point de plus en plus bloquant actuellement, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un taux d'endettement qui peut être très bon. Vous pouvez avoir donc une épargne qui est très bonne, mais si jamais, par exemple, moi j'ai eu un refus de prêt bancaire à cause de ça, si jamais on a plus d'un certain montant d'encours, on peut être vu comme étant un risque vraiment important pour la banque. Donc parfois, même si vous avez tous les feux qui sont ouverts, le bon CDI, la bonne épargne, le super bon projet rentable, la banque peut vous dire non, vous avez plus d'1 million d'euros d'encours bancaire, donc sur le principe on vous prend pas. Ça, il faut le savoir. Autre élément, la multibancarisation. Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt restent malheureusement super faibles. J'aurai l'occasion de faire une vidéo sur les taux d'intérêt, mais le fait que ça soit faible, c'est pas bon pour nous investisseurs. Pourquoi? Parce que ça multiplie la concurrence. Et la multibancarisation, c'est une exigence qui veut dire quoi? Qui veut dire que si jamais une banque est prête à vous donner un prêt, elle va avoir d'un mauvais œil le fait que vous ayez plusieurs comptes déjà auprès de plusieurs banques. Et c'est encore pire si vous avez plusieurs prêts immobiliers auprès de plusieurs banques. Donc la tendance actuelle, c'est de dire, oui, mais madame, monsieur, on va pas vous accorder de prêt parce que on voit déjà que vous êtes multibancarisé. Vous avez déjà un compte auprès de la Société Générale, Banque Postale, BNP. Et donc pour le coup, nous, Crédit Agricole, on voit que vous papillonnez un petit peu. Et avant de vous prêter quoi que ce soit, faudrait vraiment, par exemple, que vous domiciliez votre salaire. Alors c'est pas légal, ce n'est plus légal, mais en tout cas, ça peut être une exigence commerciale. Ça, il faut le savoir également. La localisation du bien. Alors là aussi, je me suis prise un refus de prêt, mais bien comme il faut, parce que j'avais proposé un immeuble de rapport sur une localisation où on était à moins de 5000 habitants, et là ça a été net auprès d'une banque parisienne parce que c'est considéré comme étant une zone à risque locative. Alors que la zone est très rentable, elle est vraiment à côté d'un pôle économique important. Faut savoir que les biens qui sont hors secteur peuvent être refusés, hors région, hors sectorisation de la banque auprès de laquelle vous allez demander un prêt bancaire, et parfois le nombre d'habitants, le taux de chômage, tout ce qui peut se voir au niveau de l'INSEE peuvent être des critères rédhibitoires. Donc quand c'est le cas, dans ce cas-là, il faut aller sur place pour voir plutôt au niveau d'un acteur local, parce que si vous demandez à votre banque à Paris pour un prêt immobilier, par exemple en plein milieu de la Loire, peut-être que ça va passer parce que tout simplement le conseiller bancaire n'est pas au fait de ce qui se passe en termes d'attraction économique dans la Loire. Voilà. Donc ça c'est une chose qu'il faut savoir, et vous avez beau avoir le meilleur dossier du monde et le meilleur projet du monde, ce sera mort pour la banque. La rentabilité du bien est vraiment calculée au plus juste. Il y a de plus en plus de conseillers bancaires qui vont vous demander au moins 2 attestations locatives pour être sûr qu'il n'y a pas donc d'erreur sur le calcul de la rentabilité du bien. Parfois même les conseillers bancaires vont s'assurer que les estimations locatives sont correctes en appelant directement les agences immobilières sur place. Donc vraiment, ayez conscience que les conseillers bancaires font vraiment un travail de fond pour se sécuriser au maximum par rapport au projet. Enfin aussi, l'importance des travaux. En ce moment, la tendance, je dis bien la tendance, je dis pas que si jamais vous avez un bien, vous avez un prix d'achat à 50 000 euros et 100 000 euros de travaux, que c'est mort, c'est pas du tout mon propos, mais la grosse tendance, c'est que ça va être le refus de prêt. Parce que lorsque vous avez un bien qui coûte 50 000 euros et que vous avez 100 000 euros de travaux, la banque ne peut pas se garantir suffisamment sur le bien. Il suffit que les travaux se passent super mal, le bien sera invendable, et donc ça crée un risque très important pour la banque. Donc pour le coup, les projets avec d'importants travaux sont beaucoup plus difficilement finançables en ce moment par les banques. Donc voilà les tendances actuelles de ce qui se passe en 2021 au niveau des prêts bancaires, sachant que il y a des tendances qui ont été bien évidemment renforcées, qui sont classiques. Là, j'en parle quand même sur le principe. Les comptes nickel, ça c'est la base de la base. Même les découverts autorisés ne doivent pas être mis en place parce que c'est totalement rédhibitoire. Il faut savoir que par exemple la caisse d'épargne fait un refus systématique s'il y a le moindre découvert parce que la SACEF ne viendra pas en garantie. L'historique des comptes en tant qu'investisseur, même si vous travaillez avec une banque depuis de nombreuses années, on va regarder
le moindre incident, la gestion des comptes au niveau des investissements que vous avez déjà fait, et ça va être super important. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'est vraiment une question de tendance actuelle au niveau des prêts bancaires, c'est super important de le savoir. Avant même de chercher les projets immobiliers rentables, moi j'ai une question à vous poser en sondage. Concrètement, comment ça se passe pour vous pour vos demandes de prêts immobiliers? Est-ce que ça se passe bien? Oui, non. Vous allez avoir le sondage dans l'onglet communauté de ma chaîne. Les résultats seront sur Insta. Alors pour s'abonner sur mon compte Insta, c'est tout simple. Il faut aller en description de cette vidéo et vous allez avoir un lien. Je raconte mon quotidien d'investisseuse. N'hésitez pas à visionner vraiment la dernière vidéo que j'ai faite sur le financement bancaire. Là, vous avez cette petite vidéo juste ici. Et si vous voulez vous abonner à ma chaîne YouTube parce que vous la trouvez vraiment top, et j'en doute pas, vous pouvez cliquer sur la petite cloche que vous avez trouvée juste ici. Activez la cloche pour recevoir les notifications. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.